Le testament fut lu à Briarmore le 2 janvier. La lecture eut lieu dans la salle à manger. Un volet était encore fermé. Personne n'avait pensé à l'ouvrir. Et personne ne voulait être celui qui le ferait. M. Quilberry se tenait au bout de la table pour le lire. C'était un petit homme prudent de York, avec un rhume. Il lisait comme le font les hommes prudents, sans jamais élever la voix pour quoi que ce soit. Il y avait 9 personnes dans la pièce. Cassia Bramham se tenait près du buffet. Il n'y avait pas de chaise pour elle. Les chaises avaient été comptées pour la famille. Et elle n'avait pas pensé à se compter parmi eux. L'avoué arriva à la 3e page. « À ma petite nièce Cassia Brahman, lut-il, qui est venue à moi quand personne d'autre ne venait, et qui est restée quand il n'y avait rien à y gagner pour elle. Je lègue la totalité de mon domaine de Briarmore. La maison, les terres, les 4 fermes, l'argent des fonds, la totalité, sans condition. La pièce ne sursauta pas. Ce fut la première chose que Cassia remarqua plus tard, quand elle fut de nouveau capable de remarquer les choses. Une pièce comme celle-là ne sursaute pas. Elle cesse simplement de respirer un instant, comme un cheval arrêté net devant une barrière. M. Quilberry tourna la page et continua sa lecture. Il y eut de petits legs après cela. 20 livres à Madame Cranthorpe, la gouvernante. 10 à Thomas Fieldburn, qui s'était occupé des chevaux pendant 31 ans. 5 livres et une jument baie à l'homme, qui avait fait le travail du domaine pendant 11 ans, sans être payé un sou pour cela. Son nom était Garrett Breham. Il était assis sur la 2e chaise près du feu. Ses mains étaient posées à plat sur ses genoux. Cassia regardait le mur quand cette partie fut lue. Elle regardait le mur depuis la 3e page. Elle avait 23 ans. Elle était arrivée à Briarmore 14 mois plus tôt, dans la charrette d'un transporteur, avec une boîte, un châle et aucune autre attente qu'un toit. Sa grand-tante était alors mourante, et elle avait continué à mourir avec une grande lenteur et une considérable mauvaise humeur jusqu'au 11 novembre. Pendant ce temps, Cassia avait appris à soulever une femme de 6 stones sans lui faire mal, comment chauffer une pièce avec un seul seau de charbon, et combien une nuit peut être longue. Elle s'était attendue au livre de musique. C'était la vérité. Elle avait pensé qu'on lui laisserait peut-être les livres de musique de sa grand-tante, et peut-être 40 livres, et que ces 40 livres lui permettraient de trouver une place de dame de compagnie quelque part dans le sud. Elle n'avait jamais, pas une seule fois, pensé à la maison. « Voilà, c'est tout, dit M. Quilberry, et il se moucha. Personne ne bougea. Le feu crépita. Dehors, le gel avait pris dans le gravier. L'allée était blanche et dure. Au-delà, le parc descendait jusqu'au ruisseau, puis remontait vers la lande. 400 acres de maigre pâturage sous un ciel bas. Alors Garrett Breham se leva. Il avait 34 ans, les épaules larges, des cheveux blonds cendrés en arrière sur son front, et le teint d'un fermier. Il était venu à cheval ce matin-là de Kellaley, 8 miles dans le froid. Il traversa la pièce, prit la main de Cassia et la serra. « Eh bien, dit-il. « Veille bien, Garrett, non. Non. » Il souriait. Ce n'était pas un faux sourire. C'est ce qu'elle ne put jamais expliquer à personne par la suite. Il n'était pas faux. Elle savait ce qu'elle pensait. Elle l'avait toujours su. « Je suis content que quelqu'un ait tiré profit de s'occuper d'elle, ma cousine. Moi, jamais. » Sa femme se leva derrière lui. Susan Bramham était une femme mince et agréable, avec un petit froncement de sourcils permanent. Elle embrassa la joue de Cassia. Ses lèvres étaient froides. « Vous devez venir nous voir à Kelldale, dit-elle. Les filles voudront vous voir. »« Oui. » Cassia dit. « Merci. »« Oui. » Ils sortirent dans le vestibule pour prendre leurs manteaux. Cassia resta près du buffet et entendit le bruit ordinaire d'un départ. Elle entendit Garrett rire de quelque chose. Il avait un bon rire. Tout le monde dans 3 paroisses connaissait le rire de Garrett Bramham. Puis, il revint seul, son chapeau à la main. Et il se tint sur le seuil de la porte. « Une chose, dit-il aimablement. Vous lui chantiez des chansons, je crois, le soir. » Cassia ne bougea pas. « Madame Cranthorpe l'a dit. Elle a dit que vous lui chantiez des chansons tous les soirs à la fin, quand elle ne pouvait pas dormir. Rien de fort, juste pour la calmer. »« Oui, c'était gentil, dit Garrett Breham. C'était très gentil. » Il mit son chapeau, lui fit un signe de tête et sortit. Par la fenêtre, elle le regarda prendre la jument des mains de Thomas Fieldburn et se hisser en selle. Il resta un instant à regarder la façade de la maison, les 2 rangées de fenêtres. La gouttière affaissée au-dessus du porche,
Puis il s'éloigna dans l'allée, au pas, sans se presser, comme un homme qui a tout le temps du monde, et qui sait exactement ce qu'il compte en faire. Monsieur Quilbury liait ses papiers avec un ruban. « Mademoiselle Brahman, dit-il, puis-je vous donner un conseil? S'il vous plaît, ne dépensez rien. » Il ne leva pas les yeux. Pas un shilling de plus que nécessaire. Pas avant la fête de l'Annonciation, au plus tôt. Pourquoi? L'avoué leva alors les yeux. Il avait les yeux larmoyants, et 40 ans des familles des autres derrière eux. Parce que d'après mon expérience, dit-il, quand un testament est lu, et que personne dans la pièce ne dit un seul mot contre, ce n'est pas la fin de l'affaire, c'est le commencement. Le comté entendit parler du testament avant la fin du gel. On en entendit parler au marché de Burbridge le mercredi. Et sur les bancs de 4 églises paroissiales le dimanche. Les faits étaient assez clairs, et personne ne les contestait. La vieille mademoiselle Braham de Brearmore, qui avait 81 ans et était désagréable, et riche comme le sont les propriétaires terriens, avait tout légué. Non pas à son neveu, mais à une jeune fille. C'était la jeune fille qui posait problème au comté. Il l'avait vue, bien sûr. Elle était au 2e rang de l'église de Brearmore depuis plus d'1 an, en noir, polie avec tout le monde, et connue de personne. Elle était grande. Elle était trop grande. Elle avait un long visage avec des os saillants, et une grande quantité de cheveux sombres qui ne tenaient pas en place. Elle avait des taches de rousseur sur le nez en février, ce qui signifiait qu'elle sortait par tous les temps sans chapeau. Cela signifiait quelque chose à son sujet que les dames ne voulaient pas nommer. Elle n'était pas jolie. Personne n'était assez méchant pour dire qu'elle était laide. Il disait qu'elle était quelconque, et il le disait avec aisance, de la même manière qu'on dit qu'un champ est humide. Et puis, parce que le comté était le comté, quelqu'un a dit l'autre chose. Le duc de Seathwaite avait été vu sur la route de Brearmore 2 fois en 15 jours. C'était tout. C'était tout à fait vrai, et il y avait une explication simple et suffisante. Et cela n'avait pas la moindre importance. Dès que les deux choses furent mises côte à côte, une fille avec 4 fermes, un duc sur la route, le comté avait une histoire. Et les histoires du comté n'ont pas besoin de preuves. Elles n'ont besoin que de répétition. Cassia ne sut rien de tout cela pendant 9 jours. Elle l'apprit le 10e jour, dans une boutique de draps à Burbridge, derrière un présentoir de Bombasin, où 2 femmes qui ne la voyaient pas discutaient de ce qu'il adviendrait de Brearmore. « Il veut les terres basses, dit la première. Il les veut depuis l'époque de son père. Il veut peut-être plus que les terres. Ma chère, un petit rire, pas cruel, juste amusé, comme on est amusé par le dessin d'un enfant. L'avez-vous vu? Elle est bien trop quelconque pour le duc, bien trop quelconque. Il voudrait sa main sur l'acte de vente et son visage hors de la pièce. » Cassia se tenait derrière le Bombasin, une carte de ruban noir à la main. Elle attendit qu'elle soit partie. Puis elle acheta le ruban, le paya et remercia la jeune fille au comptoir. Elle monta dans le cabriolet dehors et baissa son voile avant de prendre les rênes. Elle l'avait acheté en novembre, parce que c'était ce qu'on faisait. Et elle l'avait porté relevé pendant 6 semaines, ce qui était aussi ce qu'on faisait. Elle le baissa ce matin-là sur la route de Boroughbridge, et après cela, elle le porta baissé chaque fois qu'elle était vue. Il était en crêpe, et il était long. Et à travers lui, le monde avait la couleur d'un thé léger. Elle pouvait voir à l'extérieur. Personne ne pouvait voir à l'intérieur. Elle découvrit qu'elle pouvait rester 1 heure dans une ville de marché à acheter des clous, tandis que des gens parlaient à 6 pieds d'elle d'une fille nommée Mademoiselle Bramham. Elle pouvait écouter chaque mot avec un visage parfaitement immobile. Ce n'était pas de la dignité. Elle était claire avec elle-même à ce sujet. C'était une armure. Et une armure est portée par les gens qui s'attendent à être frappés. Le duc de Seathwaite vint à Brioré le 17 janvier. Il vint à cheval avec un seul palefrenier à 10 heures du matin. Madame Cranthorpe le fit entrer dans le petit salon parce qu'il y avait un feu. Et elle accourut à l'office où Cassia finissait les dernières conserves de sa grand-tante, les manches retroussées et les mains mouillées. « Sa grâce, dit Madame Cranthorpe. « Sa grâce quoi? »« Sa grâce est dans le salon, mademoiselle. » Cassia s'essuya les mains. Elle ne changea pas de robe car elle en avait 2 et l'autre était pire. Elle rabaissa ses manches sur ses poignets, longea le couloir et ouvrit la porte. Il se tenait à la fenêtre, le dos à la pièce, regardant les terres basses. Tristan, duc de Seathwaite, avait 31 ans et ne les paraissait pas. Il était grand et plutôt mince, avec des cheveux châtains coupés courts.
Et quand il se tourna, elle vit que ses yeux étaient noisettes, et qu'il avait déjà décidé combien de temps cette visite allait durer. « Mademoiselle Braham, votre grâce. Je suis désolé de venir si peu de temps après votre deuil. Merci. » Cela sembla épuiser son stock de politesse. Il la regarda un instant avec une expression de neutralité complète. Et Cassia, qui avait passé 14 mois à lire le visage d'une mourante pour y déceler des avertissements, ne lut absolument rien dans le sien. « Je suis venu au sujet du drain des Ingues, dit-il. « Oui. Savez-vous ce que c'est? »« Je sais exactement ce que c'est, dit Cassia. Quelque chose se passa sur son visage. C'était très léger. C'était parti avant qu'elle ne l'ait bien vu. « Alors vous nous ferez gagner du temps à tous les deux, dit-il. Le canal a été creusé en 99, dit Cassia. Votre grand-père en a convenu avec mon grand-oncle au cours d'un dîner. Et le seul papier qui ait jamais existé est un mémorandum de la main de votre grand-père, qui se trouve dans votre salle des archives et non dans la mienne. Il évacue l'eau du canton de Stanage et se déverse dans notre ruisseau en dessous du gué. Il a été curé chaque 3e automne depuis, aux frais de ce domaine. Et la dernière fois qu'il a été curé, c'était il y a 4 ans, et il est maintenant envasé à moins d'1 pied du sommet. S'il n'est pas ouvert avant le dégel, Stanridge sera inondé. Le duc de Seathwaite retourna les gants une fois dans sa main, puis une autre, et ne répondit pas tout de suite. 210 acres, dit-il. 212. Ma grand-tante était très exacte, vous l'avez lu. J'ai tout lu dans ce bureau, dit Cassia. Il y avait beaucoup de temps la nuit. Il se dirigea vers la table. Il ne s'assit pas et ne l'invita pas à le faire. « Je vais être franc avec vous, dit-il. Je veux acheter les terres basses. 40 acres du gué jusqu'à l'orée du bois. 30 livres l'acre, ce qui est au-dessus de la valeur. Parce que je veux le drain entre mes propres mains et non entre celles de quelqu'un d'autre. »« Non, dit Cassia. Elle avait mis ses mains derrière son dos sans s'en rendre compte. Il leva les yeux. « Je ne vendrai pas 40 acres d'un domaine que je possède depuis 15 jours. » Elle dit, « Dans 3 mois, tout le comté saura qui je suis. Je serai la femme à qui on a donné une maison et qui a commencé à la vendre avant la fin de la matinée. Vous vous souciez plus de ce que dit le comté que de 1200 livres. »« En ce moment, dit Cassia. Oui. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin de la terre. Vous avez besoin que l'eau s'en écoule. Ce sont des choses différentes. Et votre homme d'affaires sait qu'elles le sont. Et vous aussi. » Il y eut un silence. Quelque part à l'arrière de la maison, une porte se ferma. « Que proposez-vous » dit le duc. « Vous pouvez ouvrir le canal. Vos hommes, vos frais, votre temps. Et vous pouvez emporter les déblais ou les étaler comme vous le souhaitez. Je demande 3 choses. Vous réparez la passerelle au gué que vos charrettes ont cassée. Vous payez pour les déblais à la Saint-Jean aux locataires et non à moi. Et que ce soit écrit cette fois-ci et que nous signions tous les deux. Pour que dans 40 ans, les petits-enfants de personne n'aient à se disputer dans une pièce froide à propos d'un dîner en 99. Il resta silencieux si longtemps qu'elle commença à penser qu'elle l'avait insulté. « Envoyez-le à mon avoué, dit-il enfin. Il le rédigera. Je le signerai. Merci. » Vous auriez dû demander 40 livres l'acre. Il ramassa ses gants. Je les aurais payés. Je sais, dit Cassia. C'est pourquoi je ne les ai pas demandés. Elle le raccompagna elle-même à la porte, car il n'y avait pas de valet de pied. Et elle avait depuis longtemps cessé de faire semblant qu'il y en avait un. Il mit son chapeau dans le porche et regarda l'allée, où les hêtres se dressaient, noirs et humides. Et il ne partit pas. « Mademoiselle Bramham, avez-vous votre propre homme d'affaires? Monsieur Quilbury à York. Gardez-le, dit le duc de Seathwaite, et il descendit les marches vers son cheval. Elle ne le regarda pas s'éloigner. Elle retourna par le couloir à l'office, où les conserves attendaient et où l'eau avait refroidi dans la bassine. Elle retroussa de nouveau ses manches. La maison était vide et la porte à cette extrémité était fermée. Alors elle chanta. Elle n'y pensait pas. C'était tout l'intérêt. Ses mains faisaient le travail, et la chanson faisait ce qu'elle avait toujours fait, c'est-à-dire empêcher l'intérieur de sa tête d'être un mauvais endroit où vivre. C'était un vieil air avec beaucoup d'ornements, et elle prenait les ornements sans effort, de la même manière qu'une hirondelle prend une haie. Le duc de Seathwaite avait laissé sa cravache dans le salon. Il revint la chercher lui-même plutôt que d'envoyer le palefrenier. Et il avait fait 3 pas dans le couloir quand le son l'atteignit, et il s'arrêta. Il se tint dans un couloir froid dans la maison d'un autre homme. Le temps de 2 couplets. Personne ne le vit faire. Quand ce fut fini,
Il entra dans le salon, prit sa cravache sur la table, et sortit par la porte d'entrée, sans parler à personne. Les papiers arrivèrent 11 jours plus tard. Ils arrivèrent par la main d'un clerc de Ripon, un mardi après-midi. Et Madame Cranthorpe les apporta au bureau, où Cassia examinait le livre des loyers avec une bougie à 3 heures de l'après-midi, parce que la fenêtre était petite. C'était une assignation en justice. Le plaignant était Garrett Bram de Kelldale. Messieurs, la défendresse était Cassia Brahman, célibataire. Elle le lut 2 fois. Le testament du 12 mars 1817 aurait été obtenu par influence indue. La testatrice aurait été âgée de 81 ans, infirme, dépendante et très seule. La défendresse aurait eu le soin exclusif d'elle, la lecture de ses lettres et toute sa compagnie. Et puis, plus bas, au milieu d'une phrase, de sorte qu'on aurait presque pu le manquer. Ceci que ladite défenderesse, en chantant à la testatrice chaque nuit dans sa chambre, a agi sur les affections et l'entendement défaillant de la testatrice. Cassia resta assise, tout à fait immobile, le papier sur le bureau devant elle et la bougie vacillant. Vous lui chantiez des chansons, je crois, le soir. Il lui avait demandé cela sur le seuil de la porte, son chapeau à la main, 11 jours avant qu'il n'y ait la moindre assignation. Il ne faisait pas la conversation. Il prenait une déposition. Elle se rendit à York le lendemain matin. Elle aurait pu écrire. Écrire aurait été moins cher et plus lent. Et elle aurait passé 4 jours à faire les 100 pas dans le couloir de Briar Moor. Alors elle prit le cabriolet jusqu'à Burbridge et le laissa au Crown. Avec 41 shillings cousus dans l'ourlet de sa cape, c'était tout l'argent liquide qu'elle avait au monde. La malle-poste n'arriva pas. Il y avait eu une chute de neige au-dessus de la ville, et la route était bloquée. La cour du Crown se remplit de gens contrariés, en grands manteaux mouillés. Le propriétaire installa les dames dans le salon de devant, avec un feu et beaucoup d'excuses. Elles étaient 4 dans le salon. 3 étaient assises ensemble près de la fenêtre. La 4e était assise près du feu, dans un chapeau noir d'une forme démodée depuis l'époque de la paix. Sa canne était contre son genou. Une petite servante au visage dur se tenait derrière sa chaise comme une sentinelle. Cassia prit la chaise la plus éloignée du feu et posa ses mains sur ses genoux. Elle n'était pas dans la pièce depuis 10 minutes que les 3 près de la fenêtre commencèrent. Elle ne voulait pas qu'elle entende. Elle ne pensait simplement pas qu'une femme voilée dans un coin est un meuble, et on ne baisse pas la voix devant un meuble. Et la totalité, ma chère, la maison, les fermes et l'argent à la nièce. Petite nièce, personne du tout, la fille d'un vicaire de quelque part dans l'Ouest. Et il y a un procès. Il y a un procès. Bramham l'a intenté. Et vous savez, on est désolé pour une fille, mais on est plus désolé pour un homme avec 3 enfants qui a fait chaque parcelle de travail sur cette terre pendant 11 ans. On dit que le duc est allé là-bas 2 fois. Eh bien, une pause juste assez longue. Il n'y a rien là-dedans. Vous l'avez sûrement vu. Elle est bien trop quelconque pour le duc. Une grande femme avec un visage comme une pelle. Il est après l'eau et les terres basses. Et s'il doit être poli avec elle pour les obtenir, il sera poli avec elle. Et c'est toute la romance. Quelqu'un rit. C'était un rire assez gentil, ce qui était en quelque sorte le pire. Cassia resta assise, les mains sur ses genoux, et ne bougea pas. Et derrière le crêpe, son visage fit ce qu'il faisait toujours, c'est-à-dire rien. Puis la vieille femme près du feu parla sans tourner la tête. « Comme c'est étrange, dit-elle. Je n'ai jamais entendu le duc de Seathwaite dire un mot poli à qui que ce soit de sa vie. Et je le connais depuis qu'il a 4 jours. » La pièce devint silencieuse d'une manière particulière. « Votre grâce, dit l'une des 3, je ne vous avais pas vu. »« Non, dit la duchesse douairière de Seathwaite. Vous ne m'aviez pas vu. C'était une petite femme, et elle avait été une beauté autrefois, de la manière qui ne laisse rien derrière elle que les os. Son nom était Dinina. Il y avait peut-être 6 personnes vivantes qui l'utilisaient. Vous pouvez aller voir si les chevaux sont arrivés, dit-elle à sa servante. Et prenez votre temps. La servante partit. Les 3 près de la fenêtre découvrirent une course urgente dans la cour. La douairière se tourna et regarda à travers le salon vide la femme voilée. « Eh bien, dit-elle, venez ici et soyons mal à l'aise ensemble. Je ne peux pas crier à travers une pièce à mon âge. » Cassia vint s'asseoir en face d'elle. « Vous êtes la fille de Briar Moor. »« Oui, madame. Relevez cette chose. »
Je préférerais ne pas. Je n'en doute pas. La bouche de la vieille femme bougea. J'ai porté le deuil pendant 2 ans après la mort de mon mari. Et je vais vous dire ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas le chagrin qui le maintient baissé. C'est qu'un voile est la seule porte en Angleterre qu'une femme est autorisée à fermer en compagnie. Très bien. Gardez-le baissé. Quel est votre nom? Cassia Bramham. Cassia, c'est une épice. Ma mère l'a choisie. Alors votre mère avait de l'oreille. Restez assise un instant. Il y a une chose que je veux dire, et je suis trop vieille pour bien la dire. Elle posa ses 2 mains sur le pommeau de sa canne. Ils vous feront ça tout l'hiver. Elle dit, ils ne sont pas méchants. C'est là la difficulté. S'ils étaient méchants, vous pourriez les haïr et avoir chaud. Ils sont seulement à l'aise. Et une personne à l'aise a besoin de quelqu'un en dessous d'elle. Vous avez été choisi parce que vous êtes nouvelle, parce que vous êtes seul, parce que vous avez 400 acres qu'ils pensent que vous ne devriez pas avoir. Cela ne s'arrêtera pas parce que vous êtes bonne. Cela s'arrêtera quand on leur donnera autre chose à raconter, ou quand quelqu'un qu'ils ne peuvent ignorer se lèvera et les forcera à vous regarder. Alors ne dépensez pas votre force à essayer. Alors à quoi dois-je la dépenser, madame? Au procès, dit la douairière. Rien d'autre, pas 1 heure. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, abonnez-vous à la chaîne. Et pendant que nous nous reposons un instant, il y a quelque chose dont nous voulions vous parler. Depuis des années, vous nous demandez une histoire plus longue. Alors nous en avons écrit une. 3 romans complets. Une famille, 26 ans. Une promesse. La trilogie La promesse du duc, par Gary Paton. Et comme beaucoup d'entre vous écoutent au lieu de lire, les livres audio complets sont inclus. Plus de 24 heures avec cette même voix que vous écoutez en ce moment. Vous pouvez l'obtenir en exclusivité. Installez-vous confortablement. Notre histoire vous attend. Les chevaux arrivèrent à 4 heures. La duchesse douairière de Seathwaite fut aidée à monter dans sa voiture par 2 valets d'écurie et sa servante au visage dur. Elle s'arrêta avec un pied sur le marchepied. « Briamore est à 9 miles de ma maison, dit-elle. Je suis au douaire à Birchmere, qui est un trou humide avec un bon mur sud, et j'y suis jusqu'en mai. Vous pouvez venir un jeudi. Je n'aime pas les gens qui viennent plus d'1 fois par quinzaine. » « Merci, madame. Ne me remerciez pas. J'ai 78 ans, et les divertissements dans ce comté sont très pauvres. » Les bureaux de M. Quilberry se trouvaient dans une cour près de Stonegate, au 2e étage, avec une fenêtre qui donnait sur un mur. Il lut l'assignation en entier sans un mot. Tandis que Cassia était assise avec ses gants sur ses genoux et que le feu fumait. Quand il eut fini, il la posa et en aligna les bords, ce qu'elle apprit être sa façon de jurer. « Eh bien, dit-il, c'est une bonne assignation, et elle est rédigée de manière précise. Il ne dit pas que votre grand-tante était folle. S'il disait qu'elle était folle, je pourrais vous amener le docteur Penshaw, le vicaire et la femme qui l'habillait. Et nous en aurions fini pour la Saint-Michel. Alors que dit-il? Il dit qu'elle était vieille, malade et effrayée, seule dans une maison avec une seule personne. Et cette seule personne, c'était vous. » Monsieur Quilberry enleva ses lunettes. « Mademoiselle Braham, vous devez comprendre ce que regarde un tribunal d'équité. Il ne cherche pas un crime. Il cherche une image. 14 mois, aucune autre compagnie. Ses lettres lues par vous, ses ordres donnés par vous. Et le testament fait au milieu de tout cela en mars. Et chaque sou pour vous. Ce n'est pas pour ça qu'elle l'a fait. Je sais que non, dit-il sèchement, sans gentillesse. Et cela l'a raffermi plus que la gentillesse ne l'aurait fait. J'ai rédigé ce testament moi-même à ce bureau, de sa propre bouche, et elle vous a fait sortir de la pièce pour le faire. Je l'ai noté à l'époque, parce que je fais ce métier depuis 40 ans. Elle était aussi saine d'esprit que moi. C'est mon témoignage, et je le donnerai. Et c'est la meilleure chose que vous ayez. Alors nous gagnerons. Peut-être dans 2 ans, possiblement 3. Cassia le regarda. « La justice est très rarement injuste, et elle n'est jamais rapide, dit M. Quilberry. Votre cousin le sait, il n'est pas idiot. Et je ne crois pas qu'il soit un scélérat, ce qui le rend beaucoup plus dangereux. Il n'a rien à prouver du tout. Il n'a qu'à maintenir la cause en vie, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus payer. Combien coûtera de répondre, de déposer, de recueillir nos preuves et d'aller à l'audience? 200 livres, plus près de 3. Et le domaine rapporte 400 livres par an. Et les fonds font partie de ce qui est en litige. Donc je ne peux pas y toucher. Maintenant vous savez, dit l'avoué. Il y a une deuxième chose.
dit M. Quilberry. « Et je préférerais le dire ici plutôt que de l'écrire. D'ici à l'audience, vous serez surveillé. Une personne seule vous a laissé une maison. Si vous semblez être sur le point d'être pris en charge par une autre, l'image se dessine d'elle-même. Vous me suivez? » « Oui, dit Cassia. « Vous voulez dire le duc de Seathwaite? »« Je veux dire n'importe qui, dit M. Quilberry. Mais puisque vous avez prononcé le nom, oui, je le vise particulièrement. » Elle rentra chez elle le vendredi, à l'extérieur de la diligence, car c'était 4 shillings moins cher. Avec son voile baissé et le vent venant du bord de Hamilton comme un couteau. Garrett vint à Brior le lundi. Il vint à 3 heures, ce qui était une heure convenable, et il apporta un panier d'œufs de Kellalé. Il se tint dans le vestibule et s'essuya les pieds correctement sur le paillasson avant d'entrer. Comme il le faisait depuis qu'il était enfant. « Vous aurez reçu les papiers, dit-il. Je les ai eus il y a 15 jours. J'aurais préféré que vous les ayez de ma part. » Garrett s'assit près du feu, sans y être invité, ce qui n'était pas de l'impolitesse, mais une habitude, et il tendit les mains vers lui. « Cassia, je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire que je suis désolé, parce que vous sauriez que c'est un mensonge en une demi-minute, et alors nous aurions tous les deux honte. »« Non, dit-elle, ne faites pas ça. »« Bien ?» Il hocha la tête. « Bien. Alors je vais vous dire la vérité, et vous en ferez ce que vous voudrez. Je me suis occupé de cette terre depuis que j'ai 23 ans. J'ai payé la taxe de drainage de ma propre poche pendant 11 ans parce qu'elle ne le voulait pas, et je l'ai reçue pour chaque année. Je me suis tenu dans le ruisseau en novembre, avec une pelle. Et pendant tout ce temps, elle m'a dit, dans cette chaise à côté de laquelle vous vous tenez, en ces termes, que Briarmore me reviendrait et que je devais m'en occuper. Dit. Il sourit un peu. J'ai dit, je sais ce que vaut une parole devant un tribunal. C'est là tout mon problème, ma cousine, et je ne suis pas trop fier pour le nommer. Alors pourquoi a-t-elle changé d'avis? Ça, dit Garrett Briam, c'est ce que j'aimerais que le tribunal vous demande. Le feu crépita. Cassia se tenait la main sur le dossier de la chaise, et elle pensa avec une clarté qui l'effraya qu'elle l'aimait bien. C'était la chose dont personne ne vous prévenait. Il n'était pas un monstre, c'était un homme fatigué de 34 ans, avec 3 enfants et une hypothèque sur Kelldale. Et on lui avait promis quelque chose pendant 11 ans par une femme qui aimait promettre des choses. Je vais vous faire une offre. Il dit, c'est une offre juste, et vous n'en aurez pas d'autre. Continuez. Retirez-vous. Laissez le testament être annulé par consentement mutuel, et je vous verserai 12 livres par an à vie, garantie sur les loyers de Kelldale. Vous seriez une femme aux moyens indépendants à 23 ans, ce qui est plus que ce que 9 femmes sur 10 ne le sont jamais. Et si je refuse, alors nous passerons tous les deux les 3 prochaines années à payer des avocats avec de l'argent que ni l'un ni l'autre n'a, dit Garrett. Et à la fin, l'un de nous possédera une maison que ni l'un ni l'autre ne pourra se permettre de couvrir. Et j'en serai désolé. Mais je le ferai. Il ramassa son chapeau. Pensez-y, dit-il gentiment. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a jamais d'urgence en justice. C'est un peu le but. Elle écrivit son refus cette nuit-là et l'envoya le matin avant de pouvoir l'améliorer. Il faisait 4 lignes. Elle remerciait son cousin pour son offre. Elle lui disait qu'elle ne se retirerait pas. Elle lui disait qu'elle répondrait à l'assignation et qu'elle espérait qu'une fois l'affaire terminée, il pourrait s'asseoir dans la même pièce. Elle signa de son nom complet. Puis elle se mit au travail, parce que M. Quilberry lui avait dit ce que le tribunal regarderait. Et il lui était venu à l'esprit, quelque part à l'extérieur de la diligence entre York et Boroughbridge, qu'une image peut être dessinée par plus d'une main. Elle commença par les papiers. 14 mois de soins avaient fait d'elle la seule personne vivante qui savait où se trouvait quoi que ce soit dans cette maison. Chaque lettre que sa grand-tante avait jamais reçue était dans une boîte laquée sous le lit, triée par rien du tout. Et les reçus de drainage, ceux dont Garrett avait parlé, étaient pliés dans un exemplaire de l'histoire du comté sur la 2e étagère. Elle les trouva en premier. Il y en avait 11, un pour chaque année, de la propre écriture carrée de Garrett, et chacun était pour la somme de 3 livres et 15 shillings, et chacun avait été payé par lui, et jamais réclamé. Elle s'assit sur le sol du bureau, avec les 11 reçus sur ses genoux, pendant un long moment. Puis elle les recopia au propre, chacun avec les dates et les sommes. Elle mit les copies dans une enveloppe et écrivit dessus. Preuve pour le plaignant, qui est vrai, et qu'il ne sait peut-être pas que j'ai trouvé.
et elle l'a mis dans le tiroir avec la réponse que M. Quilbury était en train de rédiger. Parce qu'elle avait déjà décidé une chose à propos de cette affaire, et c'était qu'elle n'allait pas la gagner en prétendant que Garrett Brigham n'avait rien fait. Dans le même tiroir, au fond, il y avait un livre de musique. Il était petit, oblong et relié en papier vert devenu brun au coin. Et il n'appartenait pas à sa grand-tante. C'était celui de sa mère. L'écriture à l'intérieur était rapide et penchée, avec les têtes de notes faites à la hâte, et les mots en dessous écrits très nettement, comme si les mots avaient plus d'importance. Il y avait 19 chansons dedans. 4 d'entre elles, sa mère les avait composées elle-même. Cassia l'avait transporté des logements de son père à 2 salles de classe, à la chambre d'amis d'un vicaire, à Briar Moor. Pendant tout ce temps, elle ne l'avait montré qu'à une seule personne, maintenant décédée. Et qui avait demandé la 7e chanson, la plupart des nuits de son dernier hiver. Elle le remit au fond du tiroir, sous les comptes de la dîme, où il avait vécu pendant 14 mois. Les hommes du duc de Seathwaite vinrent ouvrir le drain des Ings le 9 février. Ils étaient 14 avec 3 charrettes, et ils étaient dans l'eau à 7 heures. Cassia descendit à 9 heures pour voir, et resta jusqu'à 3 heures, et elle y retourna le lendemain et le jour d'après. C'était la meilleure semaine qu'elle avait eue depuis novembre. Le canal courait sur 900 yards de la limite de Stanage au ruisseau, en dessous du gué, et les hommes le creusaient par sections et jetaient les déblais du côté de Briar Moor, ce qui était le mauvais côté. Elle le dit au contremaître le premier matin. Le contremaître lui dit poliment que les déblais allaient là où les traces de roues disaient qu'ils allaient. Le deuxième matin, le duc de Seathwaite se tenait lui-même dans le canal, dans une paire de bottes ruinées. Et les déblais montaient du côté de Stanage. Il n'en parla pas. Elle non plus. « Votre ruisseau l'absorbe bien, dit-il à la place. Il l'a toujours fait. En dessous du gué, il y a une chute d'environ 4 pieds. Rien n'inonde en dessous de nous. C'est pourquoi votre grand-père le voulait. Vous êtes descendu là-dedans depuis mardi, avec les bottes de mon grand-oncle, dit Cassia. Elles sont une taille et demie trop grande, et ça m'est complètement égal. Le coin de sa bouche bougea. Cela ne devint rien. C'était là, et c'est parti. Il y avait un enfant au gué la plupart des jours de cette semaine. Elle s'appelait Betty Marsgrove, et elle avait 8 ans. Son père avait le haut pâturage et 41 moutons. Elle descendait pour regarder, parce que jamais dans l'histoire du monde, il n'y avait eu 14 hommes creusant au bas de son chemin. Le jeudi, le duc de Seathwaite sortit du canal avec de la boue jusqu'aux cuisses. Et l'enfant le regarda avec un intérêt grave. « Êtes-vous le duc? »« Oui. »« Vous êtes tout sale? »« Oui. » Betty Marsgrove considéra cela. « Mon père dit que vous réparez notre pont. Je répare votre pont. »« C'est bien, » dit Betty, et elle lui donna le reste de son pain, qui était mouillé. Il le prit, il le mangea. Cassia se tenait à 20 pieds de là, son voile relevé, parce qu'il n'y avait là que des ouvriers et un enfant. Elle regarda un homme qui ne lui avait pas souri une seule fois manger un morceau de pain mouillé plutôt que de blesser les sentiments d'un enfant. Quelque chose dans sa poitrine céda d'environ 1/4 de pouce, ce qui était plus qu'elle ne pouvait se le permettre. Le samedi, la passerelle fut réparée. Le drain coulait librement et les hommes s'en allèrent. Ce soir-là, une note arriva du douaire de Birchmere, d'une écriture comme du fil de fer griffonné. Jeudi, 2 heures. Ne vous habillez pas pour ça. E. Seathwaite. Le douaire de Birchmere se trouvait au bout d'une allée de tilleuls, avec le grand château visible en gris à travers les arbres derrière. Et c'était, comme annoncé, un trou humide avec un bon mur sud. La duchesse douairière l'a reçu dans une petite pièce avec l'équivalent de 4 feux de charbon dans une seule cheminée, et toutes les fenêtres fermées. Asseyez-vous là. Pas là. Les ressorts sont cassés. Le thé arrivera et il sera trop léger parce que ma femme de chambre pense que le thé fort m'enflamme. Et elle a tout à fait raison. Et j'aime être enflammée. La vieille femme ajusta sa canne. Maintenant, le procès. Cassia lui raconta. Elle n'avait pas l'intention de tout lui raconter. Elle lui raconta tout. Les 200 livres qu'elle n'avait pas, les 120 livres par an qu'elle avait refusés, et les 11 reçus qu'elle avait donnés à son propre avoué. Quand elle eut fini, la vieille femme tourna sa tasse dans la soucoupe, jusqu'à ce que l'anse soit de l'autre côté. Puis elle la retourna. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» dit la douairière. « Les reçus. Parce qu'ils sont vrais. Ce n'est pas une raison. C'est une description. Alors, parce que je vais être regardé pendant 2 ans,
par des gens qui veulent savoir quel genre de femme prend une maison à une vieille dame mourante, dit Cassia. Je préférerais être le genre de femme qui remet le seul papier qui aide son ennemi plutôt que celle qui le brûle. Si je dois être dévisagée, madame, j'aimerais qu'il y ait quelque chose qui vaille la peine d'être vu. La duchesse douairière de Seathwaite but la dernière gorgée du thé léger et posa la tasse sur le plateau à côté d'elle. « Venez tous les jeudis, dit-elle. Elle vint tous les jeudis de février. La vieille femme avait une mémoire comme un piège à rats et 78 ans du comté dedans. Et elle la donnait par poignée. Elle ne bavardait pas. Elle l'armait et toutes les deux le savaient. Le 4e jeudi, elle dit sans aucun changement de ton, « Où avez-vous appris à chanter ?» Cassia posa sa tasse. « Je n'ai pas chanté dans cette maison, madame. »« Non, mon petit-fils me l'a dit. » Le feu crépita. Dehors, un corbeau passa au-dessus des tilleuls en se plaignant. « Il est venu me voir en janvier, » dit la duchesse douairière, « en rentrant de chez vous. Il s'est tenu exactement là où vous êtes assise et a dit, à la manière d'un homme rapportant une chute de grêle, « La fille Bramham chante. » Et puis il n'a rien dit d'autre pendant un quart d'heure, ce qui, dans son cas, est un discours considérable. Il convient de dire ici ce que la duchesse douairière de Seathwaite vit cet hiver-là. Car elle fut la seule personne à voir l'ensemble. Elle avait vu son petit-fils à 14 ans, aux funérailles de sa mère, debout à la tête de la tombe, dans un manteau qu'il avait dépassé. 200 personnes qui avaient refusé leur maison à cette femme pendant 19 ans composaient leur visage en chagrin. Elle l'avait vu à 24 ans prendre un domaine avec un trou dans le toit et 9000 livres de dette de son père, et le rembourser en 7 ans en ne faisant jamais rien dont on puisse parler. Elle l'avait vu devenir l'homme le plus froid du North Riding Express. De la même manière qu'un homme construit un mur. Et en janvier, il était entré, trempé par la pluie, et avait dit « La fille Bramham chante ». Elle avait su avec la certitude absolue des très vieux que le mur avait une porte, et qu'il venait de découvrir où elle se trouvait. Il ne fera rien à ce sujet. Elle le dit à sa femme de chambre ce soir-là. Il a passé 17 ans à apprendre à ne rien vouloir devant des témoins. Il se tiendra à distance, et lui sera utile, et appellera cela le devoir, et en mourra à 80 ans, à moins que quelqu'un n'y mette un pied de biche. Le pied de biche arriva le dernier jeudi de février en la personne de M. Linthorpe, organiste de Sainte-Hélène, à York, qui était affublé d'une mauvaise perruque et dans un état de misère. Il avait, expliqua-t-il, un concert par souscription à donner dans 12 jours dans les salles de l'Assemblée. Pour le bénéfice de la maison de convalescence, les billets étaient vendus, l'orchestre était engagé, et la chanteuse qu'il avait engagée de Leeds, de qui dépendait toute la deuxième partie, avait écrit ce matin-là pour dire qu'elle était partie à Liverpool pour le double de l'argent. « Je suis ruiné, votre grâce. Je n'exagère pas. 14 guinées de mon propre argent sont dans cette salle. Combien l'œuvre de charité perd-elle s'il demande le remboursement des billets? 80 livres. 90. La duchesse douairière tourna la tête et regarda à travers la pièce Cassia Brahman, qui était assise près de la fenêtre avec une tasse à mi-chemin de sa bouche. Cassia posa la tasse très soigneusement dans la soucoupe. Elle avait vu ce qui allait arriver et ne pouvait pas l'éviter. « Non, dit Cassia, je ne vous ai rien demandé. Vous êtes sur le point de le faire, madame, et la réponse est non. J'ai un procès en justice, dans lequel on m'accuse d'avoir chanté pour gagner les affections d'une vieille femme. Monsieur Quilbury m'a dit d'être une pierre. Une dame ne se lève pas dans une salle publique et ne chante pas devant 400 personnes qui ont payé pour entrer. Certainement pas. On en parlerait pendant un mois. La duchesse douairière se versa encore un peu de thé léger. Monsieur Linthorpe, quand vous avez donné le concert à Ripon en l'an 12 et que la fille de Lady Windley a chanté le Handel, comment était-elle nommée sur l'affiche? Comme une dame du comté, votre grâce, et s'est-elle avancée pour être regardée. Elle a chanté du côté de la scène, madame, derrière le deuxième pilier. Il y avait un paravent. Monsieur Linthorpe recommençait à respirer. C'est tout à fait habituel. C'est considéré comme plus délicat. Voilà, dit la douairière. Délicatesse. Personne ne vous voit. Personne ne vous nomme. Personne ne peut dire un mot à ce sujet. Et 90 livres ne sont pas retirés d'une œuvre de charité qui empêche la fièvre d'entrer dans les quartiers pauvres de York. Elle regarda Cassia par-dessus sa tasse. « Et vous n'aurez même pas à enlever votre voile.
Cassia dit oui le samedi par une note de 9 mots. Elle ne dit pas oui à cause des 90 livres. Bien que les 90 livres fussent réels et appartinssent à des gens qui, autrement, attraperaient la fièvre dans une cave près des canaux. Elle dit oui à cause d'une phrase que la duchesse douairière avait mise devant elle comme une assiette de nourriture, et avait pris soin de ne pas la regarder pendant qu'elle mangeait. Personne ne vous voit, personne ne vous nomme. Pendant 9 semaines, elle avait été une chose dont le comté discutait. Et voici une soirée au milieu de tout cela, où 400 personnes s'assieraient dans une salle lumineuse et recevraient quelque chose d'elle. Et aucune d'entre elles ne saurait de qui il s'agissait. Elle le voulait si fort qu'elle en avait honte. La difficulté était qu'il n'y avait pas d'instrument à Briar Moor. Sa grande-tante avait vendu le pianoforte en 1809 pour réparer le toit de l'écurie, et l'épinette du douaire avait 3 notes mortes au milieu. Alors montez au château, dit la duchesse douairière. Il y en a un dans la salle ouest. C'est celui de ma belle-fille, et il n'a pas été ouvert depuis l'an 1. Dites à Madame Whitmar que je vous envoie. Allez-y mardi. Il est aux assises mardi. Il n'était pas aux assises mardi. La salle ouest de Burmere donnait sur le parc, et les volets étaient fermés. Et quand la gouvernante les ouvrit, la lumière entra avec 17 ans de poussière tourbillonnant dedans. Sous la 3e housse de toile se trouvait un piano carré en palissandre avec des incrustations de laiton. Et quand Cassia souleva le couvercle, l'odeur qui s'en dégagea était celle du feutre froid, du vieux vernis et d'une légère lavande. Elle s'assit et joua 4 notes. Elles étaient justes. Une caisse en palissandre dans une pièce fermée met environ 2 hivers à se désaccorder. Celui-ci était là depuis 17 ans et n'avait pas bougé d'un cheveu. La cheminée derrière elle avait un feu préparé, prêt avec le charbon dépoussiéré. Elle était toujours assise là, tout à fait immobile, pensant à cela quand elle réalisa qu'il y avait un homme sur le seuil. C'était Sethwaite. Il venait des écuries et ne s'était pas changé. Et il regardait le pianoforte, pas elle. « Je vous demande pardon, » dit Cassia en se levant. « Sa grâce m'a envoyé. Elle a dit que vous étiez aux assises. Elle ferait ça. Je vais partir. » Non. Il entra dans la pièce. Il s'arrêta à environ 8 pieds de l'instrument, ce qu'elle comprit plus tard être le plus près qu'il en avait été depuis l'âge de 14 ans. « Asseyez-vous. Jouez quelque chose. » Cassia mit ses mains derrière son dos. « Votre grâce, mademoiselle Brahman. » Sa voix était parfaitement égale. « Je n'ai pas entendu cet instrument depuis la mort de ma mère. Je préférerais l'entendre plutôt que de continuer à ne pas l'entendre. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Alors elle s'assit et joua. Et après un moment, elle chanta. Parce qu'il est très difficile de faire l'un sans l'autre quand la pièce est froide et que personne ne vous regarde. Quand elle s'arrêta, il dit « Son père construisait des navires à Hull. » Cassia se retourna sur le tabouret. « C'est tout. » Il dit « C'est tout le crime. Le chantier de Wickmont sur le Humber. 400 hommes. Il lui a donné 30 000 livres. Mon père les a prises et a mis ce toit. Le comté est venu au mariage et a mangé son dîner. Et puis pendant 19 ans, ils ne l'ont jamais laissé oublier d'où venait l'argent. Ils n'ont jamais été impolis. Vous devez comprendre cela. Ils ont simplement arrangé les choses pour qu'elle soit toujours la dernière femme à qui l'on parlait dans n'importe quelle pièce où elle entrait. Et si elle donnait un dîner, il venait. Et si elle était malade, il n'appelait pas. Et elle jouait. Elle jouait ici avec la porte fermée, les papiers regardant l'incrustation de laiton. Et quand elle est morte, il y avait 200 personnes aux funérailles. Et la mère de Madame Lanworth a pleuré dans un mouchoir noir. Après, il y a eu un déjeuner froid. Je me tenais dans le vestibule et j'ai écouté une femme que j'avais connue toute ma vie dire à une autre que bien sûr, c'était très dommage. Mais on pouvait difficilement être surpris, considérant. L'horloge dans le vestibule sonna la demi-heure. J'avais 14 ans, dit-il. J'ai décidé cet après-midi-là que personne ne dirait jamais considérant à propos de quoi que ce soit qui m'appartienne. Et la façon de faire cela, comme je l'ai compris à 14 ans, était de n'avoir rien à moi que l'on puisse voir. C'est un plan très efficace. Je le recommande. Je l'ai suivi pendant 17 ans, et il ne m'a presque rien coûté que je puisse nommer. Cassia resta assise sur le tabouret et ne toucha pas les touches. Elle ne dit pas qu'elle était désolée. On lui avait beaucoup dit « désolée » depuis novembre, et elle savait exactement ce que cela valait. Elle resta immobile dans une pièce froide et lumineuse, et laissa son silence continuer d'être là, jusqu'à ce qu'il se transforme en l'autre sorte de silence,
celui dans lequel deux personnes se trouvent, plutôt que de part et d'autre. Puis elle dit, « Il y a un feu préparé dans cette cheminée. Il y a un feu préparé dans chaque cheminée de cette maison, avec le charbon dépoussiéré, dit Cassia, dans une pièce qui a été fermée depuis l'an 1, et la caisse ne s'est pas désaccordée, ce qu'elle aurait fait en 2 hivers dans une pièce froide. Donc, quelqu'un a fait un feu ici, pendant 17 d'entre eux. Cela fait 9 tonnes de charbon, votre grâce, dans une pièce où personne n'est autorisé à entrer. Il regarda la fenêtre. Le bois craque, dit-il, si on le laisse refroidir. Oui, dit Cassia. Ce doit être ça. Le concert eut lieu le 11 mars dans les salles de l'Assemblée à York à 7 heures. On la plaça derrière un paravent sur le côté gauche de la scène, avec 3 bougies, un tabouret et un pupitre. Le paravent était une toile peinte de 6 pieds avec des urnes dessus. De là où elle se tenait, elle pouvait voir les 6 premiers rangs à travers l'interstice de la charnière. Et personne ne pouvait la voir du tout, ce qui est exactement ce que signifie la délicatesse. L'affiche disait, dans la deuxième partie, « Une dame du comté ». La première partie dura 1h15. La salle était pleine. 410 billets avaient été vendus à 7 shillings. Et M. Linthorpe avait été malade 2 fois dans le couloir et était tout à fait calme. À 8 heures, Cassia Bramham se leva derrière le paravent et releva son voile. Parce qu'on ne peut pas chanter à travers le crêpe. Elle croisa les mains et attendit l'accord. Elle chanta 3 morceaux. Le premier était de Handel, parce que M. Linthorpe avait demandé du Handel. C'était sûr, et la salle s'y installa comme une salle s'installe dans une chose qu'elle connaît. Le deuxième était italien, rapide et plein d'ornements. Et elle le prit plus vite qu'il ne s'y attendait. À la fin, il y eut cette demi-seconde d'hésitation qu'une foule fait quand elle a été surprise à prêter attention. Le troisième n'avait pas été sur l'affiche jusqu'à cet après-midi. M. Linthorpe avait eu besoin d'un troisième. Elle avait apporté le livre de musique vert à York dans son réticule, sans se permettre de penser pourquoi. À 4 heures, dans la salle vide où l'on installait les chaises, elle l'avait ouvert à la 7e chanson et l'avait mis devant lui. « De qui est-ce? Cela n'a pas d'importance, dit Cassia. Il n'y a pas de parole dans le deuxième couplet. Je le chante sans. C'était en sol mineur et ce n'était pas difficile. Il faisait ce que seules quelques chansons font. On aurait dit que la femme qui le chantait l'avait inventé à l'instant, à partir de quelque chose qui venait de lui arriver. Sa mère l'avait écrit en l'an 91 dans un logement à Bath à la hâte. Cassia le chanta à 400 personnes dans une salle lumineuse, derrière un paravent peint, le 11 mars. Quand ce fut fini, rien ne se passa pendant un temps légèrement trop long. Puis la salle explosa. Ils se levèrent. Ils frappèrent le sol du pied. Quelque part au fond, un homme criait « Encore !» à la manière d'un homme à un combat de boxe. Et on le faisait taire, et il s'en moquait. M. Linthorpe se tenait au pianoforte, avec sa mauvaise perruque de travers, et des larmes coulant franchement sur son visage. S'inclinant devant le public, devant l'orchestre, devant le plafond, derrière le paravent, Cassia baissa son voile avec des mains qui n'étaient pas stables, et s'assit sur le tabouret et trembla. Personne ne vint. C'était l'arrangement, et elle l'avait fait elle-même. Et elle avait pensé que c'était ce qu'elle voulait. Elle avait l'intention de sortir par l'escalier de service pendant qu'il préparait pour le souper. Elle arriva jusqu'au bout de la scène, dans l'espace entre les piliers où se trouvaient les manteaux des dames. Là, elle fut arrêtée. Toute la salle était debout, et toute la salle se trouvait entre elle et la porte. Et Madame Lanworth de Lanworth Grange, patronne en satin bleu, se tenait à 8 pieds de là, avec sa fille à son bras, discourant à un demi-cercle de personnes qui avaient toutes les raisons de l'écouter. « Non, mais je le tiens de Linthorpe lui-même. Une dame du comté, dit-il, et ce n'est rien de tel. Regardez par vous-même. Elle est près du pilier. » L'éventail de Madame Lanworth se tourna doucement, comme on indiquerait un point de repère. C'est la fille Bramham. Pauvre créature, on la plaint, mais vraiment, un voile à un concert public, et chanter pour de l'argent comme une actrice. Et ils vous diront ensuite que le duc de Seathwaite va l'épouser. Elle rit. C'était un rire chaleureux, confortable, bien nourri. Mes chers, elle est bien trop quelconque pour le duc. Bien trop quelconque. Vous n'avez qu'à regarder. Mademoiselle Lanworth, qui avait 19 ans, dit « Maman » d'une petite voix, et on ne l'écouta pas. Peut-être 30 personnes rirent. Ce n'était pas un rire cruel.
C'était pire que ça. C'était le rire qu'une salle donne quand on lui a tendu une petite chose chaude à se partager. Cassia se tenait près du pilier, les mains le long du corps et le visage derrière le crêpe, et ne bougea pas, car il n'y avait nulle part où aller. Et de la foule sur sa gauche, le duc de Seathwaite commença à marcher vers elle. Il ne se pressait pas. C'est ce que les gens se rappelèrent par la suite. Et ils étaient 400, et ils s'en rappelèrent de 400 manières légèrement différentes. Mais ils étaient tous d'accord sur ce point. Il traversa le sol ouvert des salles de l'Assemblée à York, au pas d'un homme traversant son propre vestibule, en noir, son chapeau sous le bras. La salle le vit arriver et se tut par morceaux, comme un feu qui s'éteint. Au moment où il l'atteignit, il n'y avait plus aucun son dans ce bâtiment, sauf la chaise de quelqu'un. Il s'arrêta devant elle. Il ne la toucha pas. Il dit « M'accorderez-vous une seconde? 2 secondes ?» « Oui, dit Cassia. Il leva les mains et releva son voile par-dessus la couronne de son chapeau. Soigneusement, des 2 mains, comme un homme manipule quelque chose qui n'est pas à lui, et le laissa tomber derrière. Puis il se retourna et fit face à la salle. « Voici mademoiselle Cassia Bramham de Briar Moor, dit le duc de Seathwaite. Elle vient de chanter pour vous pendant 1 heure pour rien, pour que la maison de convalescence ne perde pas 90 livres. Vous vous êtes levé. Autant savoir pour quel nom vous vous levez. Personne ne parla. Vous avez eu beaucoup à dire sur son visage cet hiver, dit-il. Il est devant vous. Regardez-le. » Et 400 personnes regardèrent Cassia Bramham. Et Cassia Bramham, qui avait passé 2 mois à apprendre à être invisible dans une pièce, se tint dans la lumière, son voile relevé, le menton haut, et les laissa faire. Elle ne sourit pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle les regarda en retour, un rang, puis le suivant. Avec la fermeté particulière d'une femme qui a veillé des mourants, et a donc perdu l'habitude d'avoir peur des salons. Quelque part derrière Madame Lanworth, une vieille femme dans un chapeau noir d'une forme démodée depuis l'époque de la paix, dit assez clairement « Ah !» et se rassit, satisfaite. Et au 4e rang, il y avait une femme mince de 50 ans qui était venue de Bath 11 ans auparavant, et qui enseignait le pianoforte à Micklegate pour 2 shillings la leçon. Elle se tenait tout à fait immobile, la main à la gorge, disant à sa voisine, encore et encore, d'une voix que personne d'autre n'écoutait. Mais c'était la chanson de Mademoiselle Tate. C'était la propre chanson de Mademoiselle Tate. Je l'ai entendue la chanter dans les salles supérieures. Le paragraphe parut dans le journal de York le samedi, dans la 4e colonne, où vivent de telles choses. Il disait que le concert pour la maison de convalescence avait rapporté plus de 90 livres. Il disait que le chant d'une dame du comté avait donné une satisfaction peu commune, et qu'un certain noble duc du North Riding s'était donné beaucoup de peine devant toute la salle pour faire connaître le nom de la dame. Le comté les dessina toute la semaine. Cassia les entendit dessiner à Burbridge le mercredi, son voile relevé. Parce qu'elle l'avait relevé le 11 mars, et ne l'avait jamais rabaissé. Ce n'était pas du courage, c'était de l'arithmétique. Il n'y avait plus rien qu'un voile puisse cacher. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'une partie était gentille. Le vendredi, une lettre arriva de mademoiselle Lanworth, âgée de 19 ans, écrite d'une mauvaise main et tachée. Elle était très désolée, disait-elle. Elle n'avait pas pu le dire sur le moment, et sa mère ne savait pas qu'elle écrivait. Cassia garda cette lettre. Elle la garda pour le reste de sa vie. La lettre de M. Farhurst arriva le lundi. Elle était adressée à M. Quilbury et copiée pour elle. Et il vint lui-même de York en voiture, plutôt que de la laisser la lire seule. Le plaignant, disait-elle, proposait de modifier son assignation. Le plaignant avait obtenu une déclaration sous serment d'une personne à Bath. Le plaignant montrerait que la défunte mère de la défendresse, avant son mariage, avait été pendant 9 ans une chanteuse publique des salles de concert, se produisant contre rémunération sous le nom de Mademoiselle Tate. Il montrerait que cela n'avait jamais été porté à la connaissance de la testatrice, ni d'aucun membre de la famille Brahman, et que la défendresse elle-même s'était récemment et publiquement produite de la même manière à York. Il ne le dit pas en termes clairs, dit lourdement M. Quilbury. Il est trop prudent. Mais chaque homme qui le lira la même phrase en dessous. Dites-le, dit Cassia, qu'une femme élevée pour plaire à une salle pour de l'argent, dit l'avoué, a été placée dans la maison d'une vieille dame seule et lui a plu, et a obtenu 400 acres par ce moyen. C'est l'image.
C'est une image immonde, et c'est presque une bonne image. Et le chant du 11 mars l'a accroché dans un cadre doré. Cassia alla se tenir à la fenêtre. Sa mère était morte quand elle avait 9 ans. Elle se souvenait de la forme de ses mains sur les touches et de l'odeur des logements à Bath. Elle ne l'avait pas su jusqu'à ses 15 ans, quand son père le lui avait dit dans le dernier mois de sa vie. Emma Tate avait chanté dans les salles supérieures pour 30 guinées par saison. Elle en avait été fière. Elle n'avait jamais eu honte de rien dans sa vie, sauf de ce que cela avait coûté à l'homme qui l'avait épousée. Monsieur Quilberry, y a-t-il quelque chose de faux là-dedans? Non. Alors nous ne pouvons pas le nier. Non. Nous pouvons seulement dire que cela n'a rien à voir avec l'affaire et espérer que le juge soit d'accord. Monsieur Quilberry referma la lettre. Il y a un post-scriptum. Votre cousin attendra 1 mois. Si le testament est annulé par consentement mutuel avant la fête de l'Annonciation, l'amendement n'est jamais déposé. Et aucune déclaration de Bath n'est jamais lue dans aucun tribunal. Et le nom de votre mère reste où il est. 120 livres par an, dit Cassia. Et le nom de ma mère, c'est l'offre. Le duc de Seathwaite vint à Brior le jeudi après-midi. Et cette fois, Madame Cranthorpe ne courut pas. Il ne voulut pas s'asseoir. Il se tint dans le petit salon devant le feu, son chapeau à la main, et lui dit en une vingtaine de mots qu'il avait entendus. Puis il lui dit ce qu'il était venu dire. « Épousez-moi. » Cassia ne bougea pas. J'y ai pensé pendant 4 jours. Il dit « Ce n'est pas une impulsion, et je ne vais pas l'enjoliver. Si vous êtes ma femme avant la fête de l'Annonciation, la déclaration ne vaut rien. Aucun tribunal en Angleterre n'entendra que la mère de la duchesse de Seathwaite chantait à Bath. Vos frais sont payés. Votre cousin se bat contre mes avoués, et il arrêtera dans 15 jours parce qu'il n'est pas idiot. Il s'arrêta. C'est l'argument. J'en ai d'autres. Je préférerais ne pas les utiliser, à moins que le premier n'échoue. Parce que vous seriez en droit de penser que je profite de la situation. Utilisez-les, dit Cassia. Non, pourquoi pas? Parce que vous vous tenez là, avec les mains derrière le dos, dit le duc de Seathwaite. Et je vous ai vu faire ça 2 fois. Et les 2 fois, vous étiez sur le point de me refuser quelque chose. Un charbon se brisa dans la cheminée et tomba contre les barreaux. Aucun d'eux n'y alla. Je vais dire non, dit Cassia. Et je vais vous dire pourquoi, correctement, 1 fois. Et ensuite, je vous serai reconnaissante de ne pas me faire le répéter. Parce que cela me coûte beaucoup plus que vous ne le pensez. Dites-le. Si je vous épouse ce mois-ci, alors chaque mot de cette déclaration devient vrai. Elle entendit sa propre voix devenir stable, ce qu'elle faisait toujours au pire moment. Et elle lui en fut reconnaissante. Pas les faits, mais l'image. Une fille obtient la maison d'une vieille femme en s'asseyant avec elle la nuit. Et puis, quand la loi vient la chercher, la même fille obtient un duc en 8 semaines avant la fête de l'Annonciation pour faire disparaître la loi. Je serai exactement ce qu'ils disent que je suis. Pas pour le comté. J'ai cessé de me soucier de ce que pense le comté. C'est le seul cadeau que cet hiver m'ait fait. Pour vous, dans 5 ans, dans 10 ans, à un dîner, quelqu'un dirait « considérant » et vous l'entendriez. Vous écoutez ce mot depuis que vous avez 14 ans. Je m'en ficherais. Vous vous en soucieriez, dit Cassia. Et je me soucierais que vous ne vous en souciez pas. Ce qui est pire. Il tourna son chapeau 1 fois dans ses mains, puis une autre, et regarda le feu au lieu d'elle. « Alors que voulez-vous? Le gagner, dit-elle, en tant que moi-même, avec mon propre nom sur la réponse et le nom de ma mère dedans. Et Garrett Breham, battu par une femme qui l'a sous-estimé en audience publique, sur la base des preuves. » Elle s'arrêta. Sa gorge s'était nouée, et elle attendit que ça passe. « Et puis, si vous deviez revenir, s'il reste quelque chose de vous qui le veuille, vous me le demanderiez, vous ne me sauveriez pas. J'aimerais 1 fois dans ma vie qu'on me le demande. » Il mit son chapeau. « La fête de l'Annonciation est le 25, dit-il. Je ne viendrai pas avant. » Il arriva jusqu'à la porte. « Mademoiselle Brahman, que ferez-vous à propos de la déclaration? »« Je n'ai pas décidé, dit Cassia. Ce qui était un mensonge, car elle avait décidé à 11 heures la veille au soir. Dans le bureau, avec le livre de musique vert ouvert sur le bureau devant elle. Ce qu'elle avait décidé à 11 heures la veille au soir, c'est qu'une chose ne peut pas être tenue au-dessus de votre tête si vous l'avez déjà posée sur une table. Elle écrivit 3 lettres le vendredi matin. La première était pour M. Quilberry. Elle lui demandait de mettre dans sa réponse sous serment, en ses propres mots, que sa mère était Emma Tate de Bath.
une chanteuse des salles de concert pendant 9 ans avant son mariage, qu'elle avait subvenu aux besoins de son père et de ses 2 sœurs par sa voix, et que sa fille n'avait pas honte d'elle, et ne le serait pas à cause de la déclaration d'un gentleman. La deuxième était pour M. Linthorpe. Elle donnait à la maison de convalescence. Absolument. La 7e chanson du livre de musique vert, pour être gravée et vendue à 2 shillings pour l'œuvre de charité. Le titre devait rester tel que sa mère l'avait écrit, avec le nom de la compositrice imprimé en dessous. Emma Tate, 1791. La 3e était pour Garrett Braham à Kelldale, et elle disait qu'elle lui rendrait visite le lundi à 11 heures. Elle y alla à cheval le lundi, avec les copies dans une sacoche, dans sa tenue d'équitation, sans voile. Kelldale était une maison carrée et grise du mauvais côté d'une colline, avec une bonne grange et un mauvais toit, et 90 acres de navets. Il la reçut dans la pièce qu'il appelait le bureau, qui avait une table, 2 chaises, un fusil et un mur de registre remontant à son grand-père. « Vous êtes venu accepter, » dit Garrett. « Non. Alors vous êtes venu pour vous faire crier dessus, et je ne vais pas vous crier dessus. Donc nous serons tous les deux déçus. » Il s'assit lourdement. « Dites ce que vous êtes venu dire. J'ai un homme qui vient pour la show à midi. » Cassia ouvrit la sacoche et posa 3 choses sur la table, côte à côte, comme une main de cartes. « Ceci est une copie conforme de 11 reçus, dit-elle, pour la taxe de drainage sur le canal des Ingues, payée par vous. 3 livres et 15 shillings par an pendant 11 ans, qu'elle aurait dû rembourser et ne l'a jamais fait. Je les ai trouvés en janvier. Je les ai donnés à mon propre avoué la même semaine, et ils sont dans l'annexe de ma réponse. 41 livres et 15 shillings. Ils vous sont dus et je les payerai, quoi que le tribunal décide. » Garrett Bramham regarda le papier et ne le toucha pas. Ceci, elle toucha la 2e feuille d'un doigt, est une note de ma main de 11 lettres que vous lui avez écrites. Elles sont dans une boîte laquée sous son lit, en ordre. Elle les a toutes lues. Elle les a toutes annotées. Savez-vous ce qu'elle a écrit dessus? Non, pas encore. La voix de Cassia ne changea pas. 11 fois de sa propre main. Pas encore. Et sur la dernière, celle que vous avez écrite en janvier avant sa mort, elle a écrit « Il l'a mérité, et je ne peux pas ». La pièce était silencieuse. Dehors dans la cour, quelqu'un traînait une chaîne. « Ce n'était pas une bonne femme, Garrett, » dit Cassia. Elle était intelligente, et elle avait peur, et elle aimait qu'on lui demande. Elle vous a fait demander pendant 11 ans, parce que c'était le seul pouvoir qui lui restait, et elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. À la fin, elle n'a pas pu se résoudre à faire la chose décente de son vivant. Alors elle a fait une chose indécente à la place. Elle me l'a laissé, pas à cause du chant, parce que j'étais la seule personne dans cette maison qui ne lui a jamais rien demandé. Vous me dites, dit Garrett lentement, qu'elle me punissait. Je vous dis qu'elle avait peur de vous, et c'est le 3e papier. Elle le posa. C'est une copie d'une lettre d'un expert de North Allerton, datée du 9 février 1817, 5 semaines avant le testament. Elle évalue la maison et les terres de Briarmore pour une vente en un seul lot. Et elle vous est adressée à Kelldale. Et elle l'a eu parce qu'elle avait tout. Vous aviez l'intention de vendre et de mettre l'argent dans cet endroit et de rembourser l'hypothèque. Et c'était pas un plan méchant. Je suppose que c'était la seule chose sensée à faire avec 2 propriétés et un seul homme. Mais elle le savait. Et un mois plus tard, elle a fait venir M. Quilbury. Garrett Bramham resta assis, les mains à plat sur la table. Et Cassia regarda un homme de 34 ans découvrir en l'espace d'environ 4 secondes pourquoi 11 ans de sa vie s'étaient déroulés ainsi. « Donnez-moi ça, dit-il. »« Non, Cassia. Si je vous donne ça, vous le brûlerez, et je ne veux pas qu'il soit brûlé. Je le veux là où il est, dans une annexe avec une déclaration sous serment du clerc de l'expert, parce que c'est la réponse à toute votre assignation. » Elle garda sa voix égale. « Vous dites que j'ai agi sur une vieille femme effrayée. Elle avait peur de vous, et je peux le prouver en audience publique en environ 10 minutes. Et votre nom serait dans le journal de York, et vos filles grandiraient dans cette paroisse avec ça. Alors faites-le. Je préférerais ne pas. Alors voici ce que je suis venu vous offrir. » Elle sortit le dernier papier de la sacoche. Le côté de Stanage, les 2 fermes au-dessus du canal, Low Ing et le clos de la Grange, 140 acres en pleine propriété et la taxe de drainage remboursée, avec intérêt à 5%. Elles jouxtent vos propres terres et valent environ 4000 livres. Je vous les céderai, que je gagne ou que je perde.
C'est déjà rédigé. Monsieur Quilbury l'a fait vendredi sous protêt et m'a traité de 40 sortes d'idiotes, et je l'ai signé. Garrett la fixa. Il y a 2 conditions. L'assignation est retirée, et elle est retirée sans un mot sur ma mère cette semaine, sous votre propre nom. Et vous ne me remerciez pas. Je ne le fais pas pour être gentil, et je ne serai pas remercié pour ça. Je le fais parce que vous avez creusé ça en novembre avec une pelle, et que personne ne vous a jamais payé. Quoi que dise la loi, c'est votre travail dans la terre là-dehors. Je ne vivrai pas dessus en prétendant que je ne le sais pas. Garrett posa une main à plat sur les papiers sur la table et la laissa là. Et l'horloge sur l'étagère derrière lui accomplit beaucoup de travail avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Quand il le fit, sa voix était partie et il dut recommencer. 11 ans, dit-il. Pas encore. Oui. Je me suis assis sur la 2e chaise près de son feu, année après année. J'ai réparé son toit de ma propre poche et ne le lui ai jamais dit. Il se frotta brièvement l'œil avec le talon de sa main et l'enleva. C'était ma tante. Je me serais occupé d'elle. Elle ne m'a jamais laissé m'occuper d'elle. Elle ne m'a jamais laissé être qu'utile. Je sais, dit Cassia. Je me suis assise avec elle pendant 14 mois. Elle m'a laissé la porter jusqu'à la fenêtre, et elle n'a jamais dit merci une seule fois. Elle se leva et mit la sacoche sur son épaule. C'est ce qu'elle était. Nous sommes les 2 personnes vivantes qui le savent, et il n'y a personne d'autre à qui nous pourrons jamais l'expliquer. À la porte, elle s'arrêta. « Je vous aimais bien, dit-elle. C'était le pire de l'hiver. Je vous ai aimé bien tout le temps. » Garrett Bram retira son assignation en justice le 21 mars, 4 jours avant la fête de l'Annonciation, sous son propre nom, avec une courte lettre à M. Farhurst, qui disait que de nouveaux éléments étaient parvenus à sa connaissance, et qu'il était convaincu que sa tante avait su ce qu'elle voulait. Pas un mot sur Bath ne fut jamais déposé dans aucun tribunal en Angleterre. La fête de l'Annonciation vint et passa, et le duc de Seathwaite ne vint pas à Briord. Il avait dit qu'il ne le ferait pas, et il ne le fit pas, et elle découvrit qu'elle ne l'avait pas vraiment cru, et fut obligée de s'asseoir à ce sujet. Elle se rendit à Birmingham le 26 dans le cabriolet, seule, avec un paquet sur le siège à côté d'elle. Il était dans la salle ouest. Les volets étaient ouverts. Les housses étaient enlevées. Le feu était allumé. Il se leva quand elle entra, et aucun d'eux ne dit quoi que ce soit de sensé pendant quelques secondes. « Je vous ai apporté ceci, » dit Cassia. C'était la chanson gravée, le premier exemplaire de la presse de M. Lanthorpe. 4 pages cousues dans une couverture en papier bleu. Sur le devant, il était écrit « Chanté aux salles de l'Assemblée, York, au profit de la maison de convalescence ». Et en dessous, en lettres simples, composées par Emma Tate, 1791, 2 shillings. Elle dit « Ils en ont vendu 600. Son nom est dans 600 maisons et on ne peut pas l'en retirer. Et il n'y a pas un avocat en Angleterre qui puisse le tenir contre moi maintenant. » Il le retourna dans ses mains. « J'ai dit beaucoup de choses dans votre salon en mars, » dit Cassia, « et l'une d'elles était que j'aimerais une fois dans ma vie qu'on me le demande. J'y ai pensé depuis. C'était une chose orgueilleuse à dire, et j'ai décidé que je ne veux pas être orgueilleuse avec vous. » Elle mit ses mains derrière son dos et le vit la voir le faire. « Alors je vais demander à la place. C'est ma maison maintenant, et mon nom, et personne ne m'a donné ni l'un ni l'autre. Voulez-vous m'épouser, Tristan ?» C'était la première fois qu'elle utilisait son nom. Elle l'avait gardé comme on garde la dernière allumette sèche. Il posa la chanson sur le pianoforte. « Oui, dit-il. » Ils se marièrent à l'église de Brearmore à la fin de septembre, discrètement, c'est-à-dire que 400 personnes l'apprirent, et environ 90 d'entre elles vinrent. La duchesse douairière de Seathwaite s'assit au premier rang et pleura. Elle le nia par la suite à tout le monde, y compris à sa femme de chambre. Madame Lanworth ne fut pas invitée, et en parla longuement, pendant 1 an. Sa fille le fut et vint, et se maria elle-même au printemps suivant avec un homme qui la méritait. Garrett Braham ne vint pas à l'église. Il envoya une note qui disait seulement que les fossés du clos de la grange étaient bouchés, et qu'il y avait mis 2 hommes, et que sa fille aînée avait demandé si la cousine Cassia lui apprendrait le pianoforte. Elle lui enseigna pendant 7 ans. Le procès ne fut jamais relancé. Le comté parla de toute l'affaire jusqu'en août. Puis une banque fit faillite à Ripon, et il parla de ça à la place. L'hiver suivant, il s'était installé, comme les comtés s'installent, sur une version des événements, dans laquelle tout le monde aux salles de l'Assemblée
avait toujours dit qu'elle avait un très beau visage si on regardait bien. Ils vécurent à Briar Moor. Cela surprit les gens. Birchmere était 3 fois plus grand et avait un parc. Il le garda, le cultiva, et y dormit peut-être 40 nuits par an. Le reste du temps, il vécut dans une petite maison humide sur de maigres pâturages. Parce que sa femme ne voulait pas la quitter. Le pianoforte arriva au printemps sur un chariot plat avec 8 hommes et beaucoup de jurons, et fut installé dans la longue pièce au bout du couloir. Elle chantait le soir, pas en public. Elle avait renoncé à cela avec la chanson. Et elle ne prit plus jamais un shilling pour sa voix de toute sa vie. Elle chantait dans une petite pièce avec la porte ouverte, et la porte était ouverte parce qu'il n'y avait plus personne dans cette maison qu'il fallait tenir à l'écart. La salle à manger de Briar Moor avait 2 volets. L'un d'eux n'avait pas été ouvert de tout son temps là-bas, parce que la charnière était bloquée sous 40 ans de peinture, et personne n'avait jugé que cela en valait la peine. Le deuxième matin après le mariage, on trouva le duc de Seathwaite dans cette pièce à 7 heures. Une manche de chemise, à genoux, avec un ciseau. Cela lui prit jusqu'à midi. Le testament y avait été lu en janvier, avec un volet fermé, parce que personne n'avait pensé à l'ouvrir, et personne n'avait souhaité être celui qui le ferait. Le 9 octobre, vers midi moins le quart, quelqu'un le fit. La lumière traversa toute la table et monta sur le mur du fond. Il y avait beaucoup plus de poussière dedans que quiconque ne l'avait supposé. Il se releva et la chercha du regard. Et elle se tenait sur le seuil de la porte. Elle était là depuis un certain temps. Personne dans cette pièce ne lui avait dit de se tenir ailleurs. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et que ces histoires restent gratuites pour tous, ma nouvelle trilogie, La promesse du duc, est maintenant disponible. Plus de 600 pages et plus de 24 heures de narration avec cette même voix que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Elle vous attend. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Comme toujours, merci d'être là.